Bonjour à toutes et tous pour ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de saluer depuis ce matin. Je vois qu'il est déjà presque 14h40, donc nous allons reprendre nos échanges pour le dernier tour, si je puis dire, puisque le colloque touche à son terme et donc j'ai le plaisir de modérer cet après-midi à vos côtés. On va donc poursuivre sur notre sujet qui vise à poser la question de la place de la GCCPF dans un monde qui change et qui change beaucoup, et aussi continuer donc à réfléchir aux situations des musées, des professionnels, des publics, sans oublier donc les associations de professionnels qui sont assez nombreuses dans le paysage national et bien sûr international. Et donc la GCCPF fait autorité de par déjà son ancienneté. On célèbre bien ses 100 ans, donc je souhaite un très joyeux anniversaire à la GCCPF au passage, et aussi parce qu'elle a porté beaucoup de travaux au fil des ans. Vous les connaissez, ils sont parus dans les revues musées et collections publiques. Et donc, la GCCPF a aussi à cœur très régulièrement d'animer des journées d'études. Et moi-même, j'ai eu le plaisir de suivre l'an passé celle qui se déroulait en Auvergne-Rhône-Alpes, chère Brigitte, qui était un grand succès, qui interrogeait beaucoup la place des musées dans leur territoire. Et donc, c'est toujours avec beaucoup de pertinence, en fait, que la GCCPF et ses sections fédérées posent un regard et surtout des interrogations sur les situations que nous traversons les uns et les autres. Alors, pour commencer cet après-midi, nous avons l'honneur d'accueillir Catherine Ballet, que vous avez peut-être déjà rencontrée par ailleurs, puisque le colloque est à son 3e jour, je le disais. Faut-il présenter Catherine Ballet? Je serai très brève. On a la chance de compter à nos côtés une éminente sociologue qui a eu l'intérêt que l'on sait pour les musées, la culture, le patrimoine, qui ne sont pas toujours les premiers sujets d'étude des sociologues. Et on peut dire que vous avez apporté une pierre extrêmement importante à l'édifice. Vous êtes une spécialiste de la sociologie des organisations, qui n'est pas forcément enseignée dans toutes les écoles et universités. Mais en tout cas, on peut découvrir vos travaux à travers vos publications. Et donc, on y reviendra dans le courant de l'après-midi. Vous avez collaboré très récemment, donc en 2020, à Musées en Europe avec Dominique Poulot. Mais cette fois-ci, en fait, on vous attend, chère Catherine, sur le sujet des associations professionnelles de musées, exploration un peu inédite s'il en est, alors qu'elles sont pourtant dites représentatives. Et donc, votre focale s'est finalement portée sur l'international pour comprendre l'évolution de ces associations de professionnels et peut-être aussi distinguer les spécificités des unes et des autres selon les États. Donc, je vous laisse la parole et bien sûr, vous aurez tout loisir de poser quelques questions si vous le souhaitez à la suite de l'intervention de Catherine Ballet. Merci beaucoup. Je vous remercie et bonjour à tous et à toutes. Et je vous préviens, je lis mon texte. Cela m'est souvent reproché, mais en général, j'ai les idées plus claires par écrit qu'en oral. Voilà. Donc, au cours des réunions préparatoires du colloque, dans un moment d'enthousiasme inapproprié, j'ai suggéré qu'il serait intéressant et même nécessaire d'avoir une intervention sur les associations professionnelles dans une perspective internationale. J'avais manifestement sous-estimé ce qu'un tel sujet requiert en termes d'information et d'analyse. En ce qui concerne les informations, leur nombre donne le vertige. Pour ce qui est de l'analyse, le faible nombre de travaux, académiques ou professionnels, sur les associations professionnelles dans le secteur des musées implique un recueil de données ad hoc et un approfondissement que je n'avais pas prévu. N'étant ni experte en matière de comparaison internationale dans le contexte actuel de mondialisation, ni spécialiste des associations professionnelles, quel que soit le secteur d'activité auquel elles appartiennent, je tiens tout d'abord à faire 2 remarques préalables et partager avec vous la difficulté que j'ai eue à préparer cette intervention que je n'aurais jamais dû suggérer. Ma première remarque porte sur les questions soulevées par l'adoption d'une perspective internationale.
Aborder les musées, les professions muséales et leurs associations professionnelles dans une perspective internationale n'est pas une démarche nouvelle. Dès l'entre-deux-guerres, les travaux de l'Office international des musées s'inscrivent dans une telle perspective. Après la guerre, dans le cadre de l'UNESCO, des enquêtes d'envergure sont réalisées sur les musées dans le monde. La revue Muséum, devenue ultérieurement Muséum International, diffuse auprès de l'ensemble des professionnels les expériences muséales menées dans les différents pays. Par ailleurs, des ouvrages majeurs retracent l'histoire internationale des musées. Je mentionnerai plus particulièrement les contributions d'Alma Whitling, de Kenneth Hudson, de Germain Bazin et beaucoup plus récemment les 3 volumes de Christophe Pomian sur l'histoire mondiale des musées. Les comparaisons internationales, le plus souvent alimentées par des données chiffrées et chiffrables, sont effectuées sur les grandes zones géopolitiques. Dans les années 1970-1980, les spécialistes des musées, professionnels et universitaires, souvent les deux, comparent les situations nationales lors de réunions, colloques et séminaires de l'OCDE ou de l'UNESCO. Des experts, appartenant généralement aux diverses administrations culturelles, réunissent des informations sur les différents pays. Lancé en 1998, le Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe, une publication en ligne, présente des profils nationaux en matière de politique, d'institutions et de statistiques culturelles. En 2022, ces informations concernent 43 pays. Dans le cadre de l'Union européenne, l'étude systématique des systèmes culturels des 27 pays de l'Union se généralise. Avec la mondialisation, les travaux de comparaison internationale prennent encore plus d'importance et d'ampleur. Aux États-Unis, en Europe et dans d'autres régions du monde, des centres d'études et de formation mettent en avant leur approche globale de la culture. Désormais, toute analyse dans une perspective internationale est mondiale. Or, compte tenu de la globalisation des informations et des analyses, respecter un tel point de vue est une mission quasiment impossible. Je ne prétends en aucun cas pouvoir vous donner une image globale des associations professionnelles dans le secteur des musées, car je ne la possède pas malgré tous mes efforts. Le tour du monde virtuel que j'ai pu effectuer demeure bien incomplet. Néanmoins, j'ai réuni des éléments sur ces associations qui éclairent, me semble-t-il, la connaissance que nous avons d'elles sous un angle international, c'est-à-dire mondial. Ma seconde remarque concerne les associations professionnelles. Les travaux en sociologie et en sciences politiques sur les associations sont abondants. Et le milieu associatif constitue un domaine de recherche à part entière. Pour une large part, ces études portent sur les organisations patronales et syndicales dans le secteur économique. D'autres examinent les champs de l'éducation, de la médecine ou du droit, secteurs dans lesquels la réflexion sur l'organisation des professions est déterminante. Dans le domaine de la culture, le dossier des associations est une boîte de Pandore. Selon une étude réalisée par Jean-Philippe Ratle, je pense qu'on prononce son nom comme cela, il y avait en 2013 1,3 million d'associations en France, dont 1 sur 5 déclare une activité culturelle, soit 263 400 associations. Dans cet ensemble, il y a 35 000 associations pour le patrimoine. Entre les nombreux réseaux de musées, de spécialistes, tant nationaux qu'internationaux, comment distinguer les associations professionnelles du secteur muséal ? Je ne parlerai ici que des associations qui répondent à la définition suivante. Une association professionnelle est une organisation qui tente de promouvoir une profession ou un métier particulier en maintenant un ensemble de normes de l'industrie et en encourageant les membres à interagir entre eux et avec le grand public, c'est entre parenthèses, au sujet de la profession. Parmi les innombrables travaux sur le secteur culturel et muséal, l'étude de ces associations spécifiques ne s'est pas développée. Une rareté qui constitue un handicap considérable pour une réflexion internationale. Le faible nombre de travaux conduit à réunir des données brutes. Ainsi, j'ai dû faire comme tout le monde et avoir le recours aux informations que met à notre disposition l'Internet. Via Google et Wikipédia, il m'a été possible de prendre connaissance d'informations pour moi inédites sur les associations professionnelles de nombreux pays. Google ou les autres moteurs de recherche permettent d'avoir accès
au site Internet de ces associations professionnelles. Cette accessibilité paraît sans limite et donne le vertige. Toutefois, la recherche virtuelle se heurte très rapidement à un obstacle, dans une large mesure incontournable, le problème de la langue. Les sites des associations sont généralement dans la langue de chaque pays, avec parfois un bref résumé en anglais. Malgré la magie de la traduction automatique, leur contenu demeure le plus souvent inintelligible, ce qui a été à la fois un problème insoluble et, je l'avoue, un grand soulagement. Malgré cette représentation mondiale à trous et de nombreuses omissions, je vous présenterai maintenant l'analyse rudimentaire que j'ai pu effectuer. En premier lieu, je situerai les associations professionnelles dans le temps et dans l'espace à partir de leur classement chronologique. En second lieu, j'essaierai d'esquisser, avec beaucoup de réserve, une comparaison de ces associations à partir des caractéristiques qu'elles présentent. En tant que sociologue, ou plus exactement en retrouvant des réflexes nés de mon apprentissage lointain de la sociologie, un retour en arrière que m'a permis de faire la participation à la grande enquête de l'AGCCPF au cours des 2 dernières années et dont je la remercie. J'ai compté et classé les associations professionnelles en fonction de leur date de création. Cet exercice de recensement et de classement m'a conduite à distinguer 4 périodes. De la fin du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale se créent les premières associations professionnelles, que je qualifierais d'associations historiques, ou pour le moins d'associations qui se réfèrent encore aujourd'hui à leur histoire. L'entre-deux-guerres, période dans laquelle l'entre-deux-guerres est la période dans laquelle le nombre d'associations professionnelles augmente. Le XIIe, XXe siècle, au cours duquel, dans le cadre de l'ICOM, l'expansion des associations professionnelles des musées dans le monde s'affirme. Le début du XXIe siècle, des associations diverses se forment sans pouvoir en discerner la logique. Je m'attarderai sur les 2 premières associations, créées avant la fin de la Première Guerre mondiale, car elles présentent déjà des traits qui se retrouvent dans les associations contemporaines. L'histoire des associations professionnelles dans le domaine des musées commence à la fin du XIXe au Royaume-Uni. La Museum Association est formée dans le Yorkshire à York en 1889. Le résumé de Wikipédia indique: l'association a été créée par un petit groupe de musées pour protéger les intérêts des musées et des galeries, c'est-à-dire pour nous les musées scientifiques et les musées d'art. Sa réunion inaugurale s'est tenue le 20 juin 1889 sur l'invitation du Conseil de la Société philosophique du Yorkshire. Sur son site internet, la Museum Association rend compte de sa story et non de son histoire avec un grand H. Elle présente chronologiquement les dates des événements qui ont marqué son évolution et souligne: nous sommes l'association des musées la plus ancienne du monde, établie en 1889. Dans sa forme actuelle, la Museum Association présente un trait partagé par un grand nombre d'associations dans le secteur des musées et qui les distingue des associations professionnelles dans les autres secteurs d'activité. L'association représente à la fois des individus et des institutions. Selon son site, la Museum Association accepte désormais également ce qu'elle appelle les commercial members, c'est-à-dire les membres bienfaiteurs. L'association se dit indépendante et sans but lucratif. Elle défend les musées dans toute la Grande-Bretagne. En effet, elle regroupe les professionnels des 4 pays qui forment le Royaume-Uni: l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. L'association reçoit avec reconnaissance, je ne me rappelle plus du mot anglais, mais c'est tout à fait intéressant, des fonds d'organismes publics tels que l'Art Council. Depuis 1901, l'association publie le journal Museum Journal. Le site de l'association précise: nous avons commencé par une poignée de professionnels. Nous représentons maintenant 14 000 membres individuels, 1800 musées et 300 membres bienfaiteurs. La deuxième association professionnelle, créée au début du XXe siècle, est l'American Association of Museums. Elle est fondée en 1906. L'association change de nom en 2012 et devient l'American Alliance of Museums. Je n'ai toujours pas compris la signification et l'importance de ce changement de nom, mais le terme Alliance est désormais repris par beaucoup d'autres associations professionnelles. Sur le site de l'AAM, je n'ai pas trouvé de rubrique relatant son histoire. Manifestement, l'association est plutôt tournée vers l'avenir, comme en témoigne en 2008 la création d'un centre pour le futur des musées. Le centre suit l'évolution des musées
et donne des prévisions à partir de l'analyse des grandes tendances sociodémographiques du pays. La revue de l'association Muséum vient de publier un numéro spécial de prospective pour 2040. Comme la Museum Association, l'American Alliance of Museums est une association indépendante et sans but lucratif. Elle indique qu'elle est la seule organisation qui représente l'ensemble des musées et des professionnels et des équipes de bénévoles qui travaillent dans et avec les musées. Ces deux caractéristiques font la force de l'AAM. Tous les types de musées sont représentés par plus de 4000 membres institutionnels. Art, histoire, sciences, musées militaires, maritimes, pour enfants, aquarium, public seulement. Les zoos, les jardins botaniques, les arboretums, les sites historiques et les centres scientifiques et techniques. Les membres individuels appartiennent à tous les métiers dans les musées. Directeurs, conservateurs, c'est ce qu'ils disent. Directeurs, conservateurs, administratifs, médiateurs, muséographes, personnel des relations publiques, spécialistes du développement, de la sécurité, trustees et bénévoles. Il faut souligner que l'association inclut les bénévoles parmi ses membres. Aujourd'hui, l'AAM représente plus de 25 000 professionnels individuels et bénévoles, 4 000 institutions et 150 membres corporate. Le terme anglais était commercial. Je ne sais pas très bien quelle est la différence. Il y a plus ou moins 35 000 musées aux États-Unis. De manière analogue à l'association britannique, l'association des musées allemands, la Deutscher Museum-Bund, retrace les moments marquants de son histoire pour son 100e anniversaire en 2017. Elle écrit sur son site: en 2017, la Fédération allemande des musées célèbre son 100e anniversaire. Beaucoup de choses se sont passées depuis la fondation à aujourd'hui. Ici, nous vous offrons un aperçu de notre histoire. Et il y a 5 pages en vert, parce que c'est en Allemagne, sur l'histoire de l'association. Je ne reviendrai pas sur cette histoire si ce n'est pour signaler que l'association est créée pendant la Première Guerre mondiale et qu'à son origine, seuls les musées d'art et d'histoire culturelle allemands, y compris les musées d'ethnologie, peuvent devenir membres. La revue Museumkunde, lancée en 1905, reçoit le statut de magazine d'association, mais doit être achetée via un abonnement séparé. C'est une indication pour les responsables. En 2017, l'association compte 3200 membres. Le nombre d'associations professionnelles augmente dans l'entre-deux-guerres. Outre la création de l'AGCCPF en 1922, les associations de professionnels de musées voient le jour en Europe du Nord. En Finlande, 1923, aux Pays-Bas, 1926, en Suède, 1932. En 1928, ça c'est pour Dominique Poulot, c'est la 3e date que je te donne. Donc c'est la première fois, d'abord je t'ai dit 1922, après je crois que je t'ai dit 1932, et je crois que la bonne date c'est 1928. Une association professionnelle des musées est créée au Japon. Une autre, semble-t-il, en Afrique du Sud en 1932, et une autre encore en Inde en 1944. Là, mes informations deviennent un peu plus nébuleuses. À la différence des associations britanniques et américaines, la GCCPF représente les professionnels et non les institutions. Comme son nom l'indique, il s'est agi des conservateurs jusqu'à une période récente. À l'inverse, l'association suédoise n'accepte que des membres institutionnels. Je m'arrêterai sur l'association japonaise des musées. Elle est fondée en 1928, mais elle ne se constitue en association qu'en 1940. Donc les deux associations qui se sont constituées pendant les 2 guerres mondiales. Si j'ai bien compris, là encore le problème de langue devient vraiment problématique, l'association représente un quart des 4000 musées japonais. Elle représente tous les types de musées et tous les personnels. Incidemment, le bureau du comité japonais de l'ICOM est situé dans les locaux de l'association. Si dans l'entre-deux-guerres, le nombre d'associations nationales s'étend, rétrospectivement, la création en 1926 de l'Office international des musées de la Société des Nations est sans doute le fait le plus marquant, car il préfigure le développement associatif des professionnels des musées après la Seconde Guerre mondiale et la création de l'ICOM. Deuxième partie du XXe siècle. Dans l'après-guerre,
le développement des associations professionnelles au plan international est dominé par le rôle omniprésent de l'UNESCO et de l'ICOM. Il n'y a pas lieu de revenir ici sur l'histoire de l'ICOM. Toutefois, je retiendrai quelques éléments. En 1921, je recommence. En 2021, les dates, je ne suis pas historienne. Hein. Heureusement que les historiens maintenant n'utilisent plus les dates, parce que vraiment... Bref. En 2021, l'ICOM... Ça ne peut pas être en 2021, donc ça, une erreur de texte. L'ICOM fête... je crois que c'est... Ça peut être quand, alors, c'est bien. Bon, bref, l'ICOM fête ses 75 ans et rappelle, à une date inconnue, il y a 75 ans, le 16 novembre 1946, naissait l'ICOM, ainsi que c'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention, et les 14 comités nationaux fondateurs. Alors, je vous épargne la liste. Moins d'un an plus tard, le nombre est passé à 26. On est rentré dans la logique du nombre. Avec la création, et je vous épargne également la liste, bref. Le développement de comités nationaux dans les différentes parties du monde définit dans une large mesure la répartition mondiale des associations professionnelles des musées et leur représentation au sens propre et au sens figuré. Comme le suggère le métatitre, c'est pour vous montrer que bien que j'utilise le papier encore, voilà, je connais le vocabulaire actuel. Donc le métatitre actuel associé à l'ICOM sur les moteurs de recherche, alors c'est ICOM, si vous l'avez sans doute tous vu, MICOM-le musée global. C'est un programme. Malgré sa prééminence, l'ICOM n'a pas plus donné lieu à l'étude de son histoire que les autres associations professionnelles, à l'exception de l'histoire de l'ICOM 1946-1996, à mon avis, les 75 ans, ça devait être 96. Écrite pour ses... Ah non, c'est pour ses 50 ans. Non, je n'y arriverai pas. Hein. Ben, en tout... Ça doit pas marcher là. En tout cas, écrite pour ses 50 ans en 1996 par Patrick Boylan, Sid Ahmed Bagli et Yanni Herman. Cette publication est très intéressante. Elle permet de suivre l'expansion de l'association dans le monde tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. Et pour revenir encore à des chiffres, l'ICOM réunit paraît-il, plus de 40 000 membres répartis dans, paraît-il, 135 pays, parce que les informations ne sont pas les mêmes selon les endroits où vous les cherchez. Selon son site, le Conseil a 127 comités nationaux, 4 alliances régionales, parmi lesquelles l'Alliance régionale pour les pays arabes réunit 7 comités nationaux, pour les pays d'Asie-Pacifique, 24 comités, l'Alliance régionale pour les pays de l'Europe du Sud-Est, 9 comités. J'en viendrai maintenant aux associations dans le début de ce XXIe siècle. Sur la période récente, le problème de recensement se sont multipliés et ma fatigue a considérablement augmenté. La création d'associations professionnelles se poursuit, je pense, de manière dispersée, comme je peux vous le montrer. En 2007, la création du comité de l'ICOM en Géorgie. En 2018, celle de l'Association des musées privés de Russie et de leurs membres. En 2019, la création de l'Association des musées autonomes et mixtes de la ville de Mexico. Et j'en ai perdu une autre, c'était une des régions du nord de l'Italie, mais je l'ai perdue. À la lumière de cette analyse, il est difficile, sinon impossible, d'avoir une image globale des associations qui représentent les professionnels des musées. Mais il est possible de distinguer les pays dans lesquels il y a un nombre d'associations au niveau national, régional et local, ainsi que de multiples regroupements et réseaux, tels les États-Unis, le Canada, les pays de l'Europe de l'Ouest, bref, les pays occidentaux, en dehors du Japon, et qui ont également un comité de l'ICOM. Les pays dans lesquels il y a au moins une association nationale et un comité de l'ICOM, c'est 2. Les pays dans lesquels il n'y a qu'un comité de l'ICOM, voilà, j'ai fini. Non, excusez-moi, j'ai fini ma deuxième partie, ma première partie. J'ai fini de dénoncer là, toutes ces... Voilà. Enfin, le sentiment que j'ai, c'est que les créations récentes, c'est soit dans des pays qui sont dans des situations politiques nouvelles, soit au niveau régional. C'est-à-dire qu'il y a une diversification.
Sans entrer dans les discussions actuelles sur le bien fondé ou non des comparaisons internationales, je voudrais maintenant aborder mon dernier point, qui porte sur l'examen comparé des caractéristiques des associations professionnelles des différents pays. J'ai pris en compte les associations des pays dont la configuration des institutions culturelles, je dirais leur système muséal, diffère notablement en privilégiant ceux que je connais le mieux, à la suite d'une part de l'étude que nous avons faite avec Dominique Poulot, et d'autre part d'une référence implicite aux musées américains, dont le contraste avec les musées européens m'avait marqué il y a maintenant bien longtemps. La différence entre les associations créées avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale est manifeste. Deux traditions semblent coexister, l'une nationale, l'autre internationale. Mais, par exemple, dans un pays aussi grand et aussi complexe que les États-Unis, il ne faut pas ignorer que la tradition nationale, qui peut se discerner au niveau du pays, est encore plus visible à celui des États, voire des villes. En ce qui concerne la vocation ou la mission des associations professionnelles, il est possible de constater que dans les pays anglo-saxons ou sous l'influence anglo-saxonne, un certain consensus se fait autour de la défense du musée auprès des instances publiques et des forces économiques au nom du bien public qui tente à normaliser les propositions des associations, l'advocacy, le plaidoyer est de rigueur. De ce point de vue, l'accent mis par l'AGCPF et les autres associations professionnelles françaises sur la protection du patrimoine, sa mise en valeur et la défense des professions paraît relever en partie de notre exception culturelle. En outre, en matière de vocation et de mission, il faut noter l'uniformité de la présentation des sites des nombreux comités nationaux de l'ICOM. Vous avez les mêmes bandeaux sur leur site. Troisième point, le mode d'affiliation est une troisième caractéristique différenciant les associations. Celles qui représentent les individus et les institutions, celles qui ne représentent que les personnes, celles qui ne représentent que les musées. À cet égard, le choix de la GCCPF apparaît relativement isolé. Or, en France, ce choix initial se perpétue par la création d'associations professionnelles représentant les différents corps de métier des musées, restaurateurs, muséographes, documentalistes, etc. Une quatrième différence entre les associations est la représentation de certains musées ou de tous les types de musées, comme le montre le large spectre d'institutions patrimoniales retenues par l'association américaine, qui inclut les sites, les zoos, les jardins botaniques. Le mode de financement et l'indépendance des associations est également un paramètre qui les différencie. L'AAM est financièrement autonome, mais à la recherche de financements multiples. De même, la Museum Association est financièrement indépendante, mais remercie très chaleureusement les instances gouvernementales de leur contribution. D'une manière très générale, dans les différents pays, la représentation professionnelle des musées et de leur personnel semble obéir à deux logiques distinctes, l'une nationale, régionale et locale, l'autre internationale, qu'il s'agisse de l'ICOM au niveau mondial ou de NEMO au plan européen. Lorsqu'il y a dans un pays une association nationale et un comité international, ces deux logiques ont des combinatoires distincts selon l'importance relative des associations. Pour conclure, j'espère vous avoir convaincu de l'intérêt que suscite, malgré la difficulté de l'exercice, une réflexion sur les associations professionnelles dans une perspective internationale. Au-delà de la spécificité de mon sujet, j'ai découvert des pays, des associations et des musées. Chacun d'entre nous a une carte mondiale qui lui est propre, en fonction de son expérience personnelle. En ce qui me concerne, je me suis rendu compte combien elle était limitée et fréquemment erronée. Toutefois, une volonté ou nécessité de maîtriser le mondial permet-elle de préserver la curiosité et l'intérêt à l'égard de la singularité et de la richesse du local? C'est ma dernière question et je vous remercie. Merci. Merci Catherine Ballet pour votre intervention. Je vois que vous nous faites part de terrains de recherche très importants pour la suite. Ça ouvre de belles perspectives. Est-ce que certains parmi vous aimeraient poser une question après cette intervention? Monsieur? Je cherche le micro. Il arrive. Bon, je vais essayer de parler fort. Non. Non, mais on est un peu casse-pied.
Merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une petite question concernant l'origine et la naissance des associations professionnelles à la fin du XIXe siècle. Avez-vous trouvé des liens avec les sociétés savantes qui éclosent de manière considérable au XIXe siècle, et notamment celles qui sont à l'origine de la naissance de musées, en particulier dans les régions françaises? Merci. Je vous ai dit au début de ma présentation que je n'étais pas spécialiste des associations professionnelles, mais il est manifeste, et je pense que Dominique Poulot serait plus à même de répondre à votre question que moi. Manifestement, il y a... Oui, c'est un jeu auquel nous sommes habitués, c'est entre l'historien et la sociologue. Comme vous pouvez vous en rendre compte, ce tour d'horizon que j'ai pu faire est extrêmement liminaire. Donc l'intérêt, c'est d'aller voir d'où viennent ces associations. De toute évidence, les petits groupes de professionnels étaient certainement s'intégraient avant dans d'autres formations. Et je pense qu'il y a actuellement plein de travaux sur les sociétés savantes au 19e, et le lien me paraît évident. Mais je ne peux pas vous dire des choses que je ne connais pas. Je ne sais pas si Dominique veut dire quelque chose, parce que... Non, je veux juste... Oui, merci. En fait, il faudrait faire appel au... hier ou avant-hier, on a eu, dans le dépouillement de la revue, c'était avant Blandine, je crois, ou Blandine... voilà. Voilà. Mais non, ce que je peux dire, c'est que le comité des travaux historiques et scientifiques, le CTHS, qui avait été fondé par François Guizot, mais qui existe toujours, a mis sur Internet une base de données qui s'appelle la France savante. Et donc la France savante a pour objet de recenser tous les membres de ce qu'on pourrait appeler les élites savantes qui font partie des associations, qui faisaient partie des associations savantes de tout poil, je dirais, durant le 19e, rattachées ou non au CTHS, d'ailleurs, c'est sans exclusive. Et parmi eux, ou elles, on trouve effectivement des conservateurs de musées, de collections, etc. Mais à ma connaissance, aucune... disons, exploration de cette énorme masse de la base de données n'a été faite pour extraire, par exemple, ça serait effectivement très, très intéressant de le faire, pour extraire les conservateurs. Donc la réponse, c'est que les datas existent quelque part, au moins sous une forme assez importante maintenant, mais c'est un travail en cours puisqu'il repose en fait sur les bonnes volontés des sociétés savantes locales et sur les bonnes volontés de ceux qui acceptent de faire des fiches sur leurs ancêtres savants. Voilà, je ne sais pas si ça peut... La seule chose que je peux ajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier la loi, la situation particulière de la France, qui est la loi de 1901. C'est-à-dire que l'histoire de la France est différente de celle des autres pays. Les associations professionnelles dans les pays anglo-saxons ont une légitimité dans tout le 19e siècle et bien avant, ce qui veut dire que la séparation entre société savante et ce qui était association demanderait de la même manière une exploration, parce que voilà. Moi, c'est plus une remarque qu'une question, peut-être. C'est finalement ce qui est frappant, c'est quand même l'ouverture d'un certain nombre d'associations à l'ensemble quasiment des professionnels de musées et en plus aux bénévoles. Absolument. Et ça, c'est la distinction très très importante, absolument, évidemment, par rapport à la France, où il y a cette séparation, même s'il nous arrive de travailler ensemble, bien évidemment, entre les associations d'amis de musée et les professionnels de musée, même si d'ailleurs les associations d'amis de musée n'ont rien à voir avec les bénévoles, les volontaires qu'il y a en Amérique du Nord, où les choses sont très très cadrées, où la présence de ces bénévoles est très très importante dans ces musées. Mais ça nous ramène aussi à une réflexion, finalement, il a fallu qu'on attende pratiquement 100 ans pour que nous passions le pas, nous franchissions le pas. Et ça, c'est quelque chose qui, au moment du centenaire, me paraît une réflexion très, très, très importante. Et donc, ce qui veut dire quand même que pendant très longtemps, on s'est un peu peut-être refermé sur nous-mêmes.
donc entre conservateurs, responsables scientifiques, etc. Moi, je me souviens d'ailleurs des grands débats, puisque je suis un peu un dinosaure, moi, dans cette association. Et des débats qu'on a eus quand il a été question d'ouvrir aux attachés, assistants de conservation, etc. D'ailleurs, les attachés avaient leur propre association. D'accord. Et la réussite d'ailleurs de la GCPF a été finalement de faire disparaître l'association des attachés, et que les attachés sont venus tout simplement ensuite donc rejoindre la GCPF, et ils y sont d'ailleurs en nombre. Sur ce point, Christophe, ce que je voudrais ajouter, il ne faut pas oublier quand même qu'aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, les bénévoles sont des professionnels de musée. C'est-à-dire quasiment. C'est-à-dire, il y a une étude que j'avais vue sur les pays européens qui montrait quel était le pourcentage, alors quelle est la qualité de l'étude, je ne sais pas, mais qui montrait un pourcentage vraiment très important du personnel des musées. Et ils n'étaient pas considérés comme les amis des musées, donc c'est considéré comme des professionnels qui, donc, lorsqu'ils incluent les bénévoles dans l'association, ce sont en fait des personnels non payés. Et c'est vrai que ce sont des bénévoles très formés, puisqu'il y a des bureaux très structurés dans les organigrammes. Il y a les bureaux dédiés pour les volunteers, et ils ont des cycles de formation très réguliers sur les champs de la recherche, la provenance, la médiation et autres. Oui. Et l'envers de la médaille, j'allais dire, c'est que c'est quand même des personnes qui ne sont pas gérées avec le même respect que les professionnels en titre, et qui permettent des fluctuations considérables dans la gestion des musées. Mais ça, c'est normal de sociologue. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions avant qu'on passe à la suite? Oui, madame, s'il vous plaît, si vous pouvez vous présenter en même temps. Merci. Isabelle Anatole-Gabriel. Merci beaucoup pour cette très éclairante intervention. Je voulais juste peut-être faire remarquer que la spécificité de la structuration en association professionnelle du monde des musées, elle reflète donc très exactement le flou qu'il y a sur les métiers de musée sur une très longue période, dont on a débattu pendant 3 jours. Et peut-être serait-il intéressant de mener une comparaison avec l'association professionnelle des architectes, puisqu'entre les deux guerres, c'est vraiment l'association professionnelle qui intervient dans le domaine du patrimoine, qui est extrêmement visible au national et à l'international. Et bien évidemment, comme c'est une association qui est verrouillée par un diplôme, il y a un corporatisme qui joue en tant que vecteur d'homogénéité et donc d'efficacité au plan national et international. La deuxième remarque, c'est que dans cette analyse, ce panorama des associations professionnelles dans les musées, l'autre facteur qui joue, c'est ce que j'appelle toujours le syndrome balle du Seigneur, c'est-à-dire que les personnalités qui s'engagent au niveau national ne sont pas du tout les mêmes que celles qui s'engagent au niveau international, parce que pour plein de raisons, il y a des raisons même parfois psychologiques, à ne pas aller jusqu'au niveau international. Donc ça rend extrêmement complexe les modes par lesquels on peut appréhender cette réalité associative et comment elle devient performative au niveau national et au niveau international. Voilà, merci beaucoup. Oui, je n'ai pas du tout approfondi, parce que j'ai essayé de respecter le temps, mais les pays comme la France, la situation d'engagement, soit dans la GCCPF, soit dans l'ICOM, soit dans les deux, puisqu'à l'origine, là, c'était les mêmes personnes, mérite réflexion. Merci beaucoup. Je vous propose, Catherine, de rester à nos côtés pour la suite du programme.